Donc voilà, le lâcher prise dont on parle, en réalité, c'est en fait le lâcher de non pas de ce moi que on croit être, etc., mais le lâcher de l'idée de ce moi, en fait, réellement, parce que on a vu tous ensemble de nombreuses fois, pour la plupart, que cette personne séparée, localisée, autonome, est on peut appeler ça une vue de l'esprit, est un concept, et qu'en tant que tel, il n'y a pas réellement quelque chose à lâcher, puisque c'est le lâcher d'un rêve, c'est le lâcher d'une hypothèse, lâcher d'une illusion éventuellement, mais l'illusion, elle n'est pas, quand elle disparaît, on pourrait dire que à ce niveau-là, rien ne change, puisque on peut toujours penser de se lever, de se sentir éléphant rose. Ça change pas au fait de notre humanité. Donc, et peut-être que dès qu'on arrive devant la glace le matin pour se brosser les dents, dans cet effet de miroir, il y a la réalisation qu'on n'a jamais été un éléphant rose. Donc, il ne s'est rien passé réellement. Donc, du même ordre, se lâcher prise, donc se lâcher du moi, donc non pas du moi, mais de l'idée du moi, est aussi quelque chose qui décrit la fin d'une illusion. Et en ce sens-là, ça semble être un faire, ça semble être quelque chose qu'il faut mettre en place, etc. Mais on va voir que c'est pas comme ça que ça fonctionne réellement. Et que du coup, cette fin d'une illusion, elle va se mettre en place d'elle-même, d'un contexte. Parce que forcément, si c'est moi, cette personne séparée, donc cette idée qui est, on pourrait dire, le pivot central de toute action pour se débarrasser du moi, on voit tout de suite qu'il y a une forme d'impossibilité. Le voleur ne peut pas s'attraper. C'est souvent utilisé ça dans la tradition. De démarrer avec cette idée que moi, je peux lâcher prise et complètement tourner en rond dans une roue de hamster, quoi, en fait, réellement. Oui, il peut y avoir de l'action, il peut y avoir des choses, des ateliers, des stages, des techniques, etc. Mais cette idée, moi, est au fur et à mesure régénérée, au fur et à mesure qu'elle est abandonnée la plupart du temps. Donc, comment ça marche? C'est quoi, où se situe ce concept du lâcher prise? C'est vraiment ça la question, parce que c'est un concept utile, mais quand il est compris pour ce qu'il pointe, ce qu'il décrit, et non pas ce que l'on croit comprendre de ce concept. On va y aller doucement. Je vais vous faire un petit preview de l'endroit où on va arriver. Je vais vous proposer une option de quelque part de vous foutre la paix. Donc, ce personnage qui semble être dans une activité, une recherche spirituelle, une recherche de l'éveil, etc., et qui est torturé en fait à travers ça. Et on va essayer de rentrer dans une zone qui va quelque part le désencombrer de ça, le déresponsabiliser par rapport à son activité qu'il doit absolument obtenir quelque chose qu'il voudrait, la chose euh, de plus grande valeur dans une vie. C'est pas une Ferrari, c'est pas une maison, c'est ce qu'on appellerait par exemple l'éveil. Et ce doit, cette information ce qui dit je dois, amène une pression énorme dans une vie. Ça. Et puis tout ce que ça implique d'investissement à tous les niveaux, énergétiques essentiellement, de temps et de déception, quoi, en fait. Parce que au fur et à mesure de ces investissements, si c'est toujours pris à partir du camp de base qui dit moi je cherche cet éveil ou moi je vais lâcher prise, la phrase elle démarre avec moi, MOI, et c'est déjà mal barré. Donc voilà, c'est vraiment un genre de foutre la paix à ce personnage qui n'a pas besoin de lâcher prise en réalité. Le lâcher prise, il décrit quelque chose de différent. C'est pas une activité du personnage, une activité donc dans un premier temps, on peut considérer d'une personne. Donc vous savez, pour la plupart d'entre vous, mais pas tous, je pense que je fais une grosse différence entre personnage et personne. Je vais pas rentrer dans ces détails parce que c'est tout un domaine, mais en gros, le personnage, il est bien réel. Hein, sur cet écran, il y a une 25-30 personnages qui sont bien visibles. Et c'est pas simplement euh, au niveau visuel, mais à tous les niveaux, quand il y a des rencontres, enfin, c'est des personnages multidimensionnels. C'est la manifestation de cette vie sous une forme particulière. Ça disparaît jamais, bien sûr. C'est toujours là. La personne est cette information supplémentaire rajoutée au personnage qui dit en ce personnage, à l'intérieur du personnage, dans le corps, dans la tête ou en relation avec ce personnage, il y a une personne, donc moi, cette vie particulière, autonome, localisée que je suis. Et là réside, on pourrait dire,
la quasi-totalité de l'hallucination, en fait, réellement. C'est pas dans un personnage que se passe quoi que ce soit. J'utilise souvent l'illustration du capitaine Haddock, quand on voit bien que le capitaine Haddock, il n'a pas décidé d'avancer dans ses aventures à travers un effort de volonté, un effort même de lâcher prise au sein de l'album, que la totalité des décisions, du mouvement est prise par cette source qu'on appelle donc, dans ce cas-là RG, qui serait antérieure et non existant dans l'album, non existant particulièrement. Cet acte créateur RG est complètement l'unique cause et l'unique raison du capitaine Haddock et de ses histoires, mais il ne se trouve nulle part dans l'album. RG ne se trouve, on ne le voit pas. On voit son acte créateur dans les formes qui apparaissent. Donc, pareil pour nous, dans dans cette expression, dans cette manifestation, l'acte créateur est bien visible, mais le créateur, c'est-à-dire nous-mêmes, n'est absolument pas à un endroit particulier. Donc ce moi particulier localisé est effectivement la question à aborder dans ce lâcher prise, de savoir d'abord qui pourrait lâcher prise, et on voit bien que c'est pas quelque chose qu'un moi peut faire, puisque tout simplement ce moi n'existe pas. Donc et c'est pas non plus une histoire particulière du personnage qui serait une forme atteindre une forme de sagesse, de sainteté, une activité particulière. Donc, si c'est pas particulier, qu'est-ce qu'on pourrait dire qui pourrait changer? Donc, bien sûr, la seule option du changement, réellement, c'est le contexte. La totalité de ce qu'on appelle nos vies change tout le temps. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que donc, ça veut dire que même s'il n'y a pas un levier individuel particulier, localisé, ça ne veut pas dire que la vie s'arrête. Au contraire, la vie continue tout le temps, elle change, elle mute. C'est une danse magnifique d'une certaine manière. Alors le contexte, comment peut-il changer? Donc là, je vais bien sûr pas prescrire, parce que je ne vais pas parler à quelqu'un. Donc Ramesh Balsekar, donc mon enseignant des dernières années de recherche, commençait quasiment chaque rencontre avec une forme de petite note en bas de la page qui dit tout ce que je vais dire aujourd'hui. Première chose, c'est pas la vérité, parce que ce sont juste des concepts. Et deux, tout ce que je vais faire, c'est décrire. Je vais jamais pouvoir prescrire, parce que même s'il semble qu'une personne parle à une autre personne, en réalité, cette danse, elle est pas de personne à personne, elle est de la totalité à elle-même. Et tout ce qu'on peut faire, c'est une description. On ne peut pas prescrire à quelqu'un, c'est parce que ce quelqu'un-là n'existe pas. Même si vous avez l'impression d'entendre une prescription, je veux vous dire faites ceci, faites cela, non, c'est juste une information qui va apparaître en vos vies, en votre script, on pourrait dire particulier, et qui va faire muter l'histoire. Et cette mutation, elle est possible, elle est probablement dans la direction de cet éveil, puisque en réalité, si la passion est apparue en vos vies, c'est que il y a quelque chose qui est à l'œuvre déjà, et c'est quelque chose, c'est pas vous, ou c'est pas votre activité, c'est l'activité du personnage, parce que voilà, ce personnage se retrouve sur Zoom aujourd'hui, mais c'est pas l'activité d'une personne qui aurait décidé de venir sur Zoom. On pourrait dire, la totalité de votre vie qui est informée. Donc voilà, première chose du contexte, c'est l'information. Elle peut prendre plusieurs formes, hein. Elle n'est pas simplement verbale, mais en l'occurrence, on va parler de l'information verbale ici. C'est de dire, en réalité, d'entendre ce message, de dire, oui, il y a une possibilité d'une vie, j'ose dire, libérée du poids de ce cauchemar, de la séparation. C'est une information qui peut être utile, qui est contextuelle, qui est apparue en vos vies, qui n'est pas apparue dans la plupart des vies sur cette soi-disant planète. Mais en l'occurrence, il y a vraiment quelque chose qui est déjà à l'œuvre là. C'est pas quelque chose que vous avez choisi, on pourrait dire, ça vous a possédé d'une certaine manière. Vous êtes agi à travers cette recherche. Donc cette information-là est disponible dans votre cas, et donc c'est un des contextes de ce lâcher prise qui informe, qui donne une information particulière qui dit il n'y a pas d'entité autonome, localisée, agissante, pensante. Il n'y a que cette vie dans sa totalité qui est à l'œuvre. Et ça, c'est concret, c'est pas de la philosophie. Et cette information-là, elle est ce qui se passe à travers nos rencontres, à travers ce que propose Alain sur Olam et tous ces messagers qui vont avec. Deuxième contexte qui est important aussi, c'est une forme de résonance avec ce message, parce que même si vous avez l'information, s'il n'y a pas résonance, il n'y a pas réellement
possibilité de cette mutation qui est essentielle, qui va de l'information conceptuelle, les livresques, qui serait de pouvoir éventuellement parler de la non-dualité dans tous ses détails, mais sans réellement comprendre que ça décrit déjà cela qui est en ce moment, qui c'est pas quelque chose qui est à devenir, qui est une philosophie pour certains heureux élus, mais qui est une description au premier degré de votre vécu en ce moment, à tous, à nous tous et nous toutes. Donc cette mutation entre le concept et on pourrait dire l'aspect du vécu existentiel de ce message et n'intervient que dans une résonance, parce que en dehors de ça, c'est juste des mots, ça peut être des jolis mots, mais c'est pas différent d'apprendre à faire du macramé ou autre chose. Donc ça peut être euh, utile, drôle dans une vie, mais c'est pas mutateur, c'est pas fondamental. Donc la résonance, j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, elle est là dans vos vies déjà, donc c'est déjà des bonnes nouvelles, on pourrait dire d'une certaine manière. Et souvent, je reçois quasiment tous les jours des emails par rapport à ça, d'une forme d'épuisement en fait, qui est dans cette recherche, parce que c'est quelque chose qui est fondamentalement différent de la plupart des activités humaines, dans le sens où ce qui est proposé, c'est un échec permanent. En réalité, c'est de mettre en échec toutes les représentations de cette personne apparente, séparée, qui dit moi, centre de contrôle, par exemple, donc activité à vérifier sur le libre arbitre, et mise en échec de ce libre arbitre qui dit mais en réalité, ce centre de contrôle supposé n'a jamais rien fait, donc existe-t-il réellement? Ce centre de perception supposé n'a jamais rien vu, n'a jamais rien entendu, existe-t-il réellement? Etc. Donc il y a plein de niveaux, et ça vous avez déjà eu accès à cette exploration à travers les différents émissions que j'ai fait sur l'âme. Mais donc c'est un épuisement grâce à cette exploration. Je dis bien grâce parce que c'est une vraie grâce en fait d'être épuisé. Donc c'est pas quelque chose qu'il faudrait éviter. C'est le lâcher prise qui se met déjà en place. Hein, quand l'épuisement est grand, cette contraction, cette représentation de moi-même, personne séparée, va d'une certaine manière arrêter son activité, parce que c'est une activité. Et dans cet arrêt de cette activité par manque de ressources, manque de moyens, manque d'énergie, le lâcher-prise est déjà là, en fait, réellement. Hein, c'est pas quelque chose que l'on fait, c'est l'absence du faire de la séparation qui est ce lâcher-prise. Donc, un autre aspect, et une fois de plus, c'est une description, c'est pas une prescription, c'est pas quelque chose qu'on leur peut mettre en place, mais ça peut se mettre en place dans cette résonance, dans cette information, dans cet épuisement. C'est ce qu'on appelle, je trouve que c'est important, c'est une forme d'honnêteté. C'est paradoxal parce qu'on a l'impression que c'est une vertu chrétienne, il faut absolument être honnête, etc. C'est pas de cette honnêteté dont je parle réellement. Cette honnêteté, elle est en gros la possibilité d'envisager l'impensable, l'inenvisageable, et de quelque part de ne pas dévier de ça, d'être en face on pourrait dire du néant, sans pour autant dévier en étant malhonnête, en disant oui, mais bon, c'est pas là, ce que je cherche, c'est autre chose, etc. C'est de rester même dans des situations, dans des contextes difficiles. La non-honnêteté, va toujours faire survivre ce moi, et donc va toujours raconter des histoires, dont des histoires de Maya qui vont, d'une certaine manière, faire dérailler cette conclusion simple qui est proposée ici, mais qui ne fonctionne que dans une honnêteté totale, hein, qui n'apparaît que dans une honnêteté totale. Donc voilà, honnêteté. Autre aspect qui est, à mon avis, nécessaire en parallèle avec cette honnêteté, c'est une forme de courage, en fait. Parce que forcément, c'est pas évident. Ce dont on parle semble, et je dis bien semble, être une forme de suicide, une forme de mort, une forme d'impossibilité, une forme de néant. Et c'est bien sûr pas du tout ça dont il s'agit, mais c'est comme ça que ça se présente. Donc à cet endroit-là, le courage est contextuel, une fois de plus, pas quelque chose qu'on peut faire, mais qui peut être là. Ce courage peut apparaître, et ce qui va faire la différence entre sauter dans cette
proposition ou tout simplement l'éviter, hein, qui va faire une énorme différence. Donc, là, une possibilité de vulnérabilité, je dirais aussi, de sentir qu'on peut être touché, modifié, dévasté, sans pour autant éviter le sujet, sans pour autant détourner le regard, sans pour autant détourner la pensée, de rester dans cette vulnérabilité, dans cette disponibilité, en fait, dans ce non-savoir, parce que ce qui est proposé n'est pas de l'ordre du savoir, en fait, réellement. Autres informations qui font partie de ça, c'est une forme d'humilité. Une fois de plus, l'humilité n'est pas quelque chose qu'on peut faire parce que ce serait plus de l'humilité, mais c'est le contexte, l'état qui dit que ce dont on parle aujourd'hui et ce dont on a parlé tous ensemble depuis toujours ne concerne pas le personnage, ne me concerne pas en tant que personnage séparé. On ne parle pas de l'éveil de Didier ni de l'éveil de personne qui serait sur cet écran. Donc ça concerne qui? C'est vraiment ça la question. Donc d'arrêter de considérer que cette proposition va être en fait une espèce de cadeau dans votre besace que vous pourrez emmener à droite à gauche. Si le cadeau arrive, il n'y aura plus personne pour l'emmener à droite à gauche. Donc c'est toujours la surprise qui au départ envisage l'éveil comme étant le cadeau suprême de la vie, on pourrait dire, hein, mais qu'au final, si le cadeau est là, cette manipulation, cette activité autour de ce cadeau-là ne sera plus possible parce qu'il sera évident que ce ne sera pas l'éveil du personnage. Autre information que j'utilise énormément, vous connaissez ceux qui ont fait partie des ateliers, que je trouve la plus dévastatrice d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle l'humour. Vous voyez bien que mon approche, elle est toujours humoristique, elle permet d'une certaine manière de dégonfler ce qu'on appelle cette importance personnelle qui prend cette recherche et cette activité de l'éveil tellement au sérieux. Et dans un grand éclat de rire, dans une forme mais c'est quoi ce délire? Une chose disparaît ou diminue, en tout cas, c'est ce qu'on appelle l'importance personnelle. Mon activité pour obtenir quelque chose qui est tellement important dans ma vie. Et l'humour nous rend un peu ridicule par rapport à ça. Quelque part, nous représente sous une forme un peu de cartoon, quoi, de bande dessinée, en disant mais c'est quoi ce Gugus il se prend pour qui lui en fait ou elle? Donc l'humour est utile pour ça réellement. C'est utilisé dans plein de traditions, dans le zen et fondamentalement c'est un des outils et dans toutes les traditions finalement. Donc c'est pas de l'humour pour faire des plaisanteries bien grasses, c'est un humour plus, on pourrait dire plus particulier, qui est l'humour qui d'une certaine manière exagère notre prétention, notre posture, cette incroyable grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf et, euh, et qui la dégonfle d'une certaine manière. Et ça se fait dans un éclat de rire, bien sûr. Très bien. C'est magnifique comme outil. Dernière chose que je voudrais peut-être, dernier élément, il y en a plein d'autres, hein, mais juste à mon avis essentiel de ce contexte, de ce lâcher prise, c'est une forme de confiance qui est la condition quasiment nécessaire pour ce processus à se mettre en place. Parce que sans la confiance, une fois de plus qu'on ne peut pas générer mais qui peut apparaître, il n'y aura pas réellement de possibilité de lâcher le dernier bout, parce qu'il y aura toujours, oui, mais qu'est-ce qui me dit que là, je ne vais pas complètement disparaître dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que ma vie va devenir un enfer. Donc, non pas confiance particulièrement au messager. Bien sûr, ça en fait partie, mais c'est pas que ça, c'est confiance au message aussi. Confiance surtout à la vie, ce principe non seulement colle à la vie, mais la décrive parfaitement. Donc, je prends souvent l'exemple de l'apprentissage du vélo, en fait, quand on apprend en tant que gamin, je ne sais pas si vous vous rappelez, de faire du vélo et de monter sur une bicyclette, il y a tout en nous qui nous dit c'est impossible. Donc, la confiance de l'apprenti cycliste va devenir essentielle. Sans ça, il y a juste pas possibilité d'apprentissage. Donc, essentiel du messager, que ce soit la famille, des amis, du message, de comprendre comment ça fonctionne, qu'il faut prendre de la vitesse, que c'est comme ça que ça va fonctionner.
et puis essentiel à la vie en général, dans le sens où, bah, Inch'Allah, on y va, on se lance, on voit ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on risque réellement de se casser la figure? Du même ordre, ce que je vous propose, c'est qu'est-ce que vous risquez réellement, quoi? C'est vraiment ça la question. Donc la confiance fait partie du processus de lâcher prise, réellement. C'est un oubli réellement. Donc c'est le lâcher prise va arriver non pas parce qu'il y aura une activité de quelqu'un qui lâcherait prise, mais parce qu'en ce contexte qui se met en place en vos vies déjà maintenant, petit à petit, il va y avoir un oubli de votre propre définition, de votre propre séparation. Et cet oubli est réellement la meilleure définition, à mon avis, de se lâcher prise, de se foutre la paix. Donc lâcher prise par rapport à mes propres définitions, mes propres attentes, mes propres devoirs, mes propres. Donc quand je parle de devoirs, attention, hein, j'en parle par rapport à cet éveil. Les autres devoirs qui sont de, par exemple, de payer ses impôts font toujours partie de l'équation. Donc c'est pas à ce niveau-là. C'est vraiment cette activité particulière du chercheur, de la chercheuse, hein, que je mets en lumière ici. Donc qu'est-ce qui reste? Alors cet oubli se met en place, lâcher prise se met en place. Oubli égale lâcher prise, et vice-versa. Il va rester apparemment deux éléments. Malheureusement, on n'y est pas encore dans la non-dualité. Il va rester un des premiers éléments qui est cette évidence que cela qui est réellement, cette intimité, cette présence, cette vie, on pourrait dire, et capacité d'accueil n'est pas manifestée, n'est pas de ce monde. Hergé n'est pas à aucun endroit de l'album. Donc, en ce sens-là, il y a rencontre avec cette possibilité d'être qui est très différente d'une possibilité d'exister. Hein, c'est pur être-té. Et cet être, on pourrait dire, devient une évidence, devient comme une forme devient visible en fait en nos vies. Et l'autre aspect, donc le deuxième aspect, c'est la manifestation particulière. Donc ce personnage, ces personnages magnifiques, cette incroyable particularité de chaque vie d'homme, vie de femme, qui n'est absolument pas à mettre de côté ou sous le tapis, qui est au contraire, qui est la seule réalité de cette vie manifestée. Et donc c'est cette activité qu'on appelle la manifestation, un monde particulier. Mais donc, comment résoudre cette dualité entre cette source que l'on sait être non manifestée et cette manifestation? C'est tout simplement de réaliser que de parler de la source en tant que réalité séparée de la manifestation, c'est oublier qu'en réalité, on a utilisé deux étiquettes. Une étiquette qui dit source, une étiquette qui dit manifestation, mais les deux pointent bien sûr vers cette unique chose non verbale, c'est même pas une chose, cette unique vie non verbale. Donc quand on regarde un pot en argile, on voit bien que de toute évidence, on peut parler de l'étiquette argile, constituant, on peut parler de l'étiquette pot, forme particulière, mais les deux étiquettes pointent vers la même réalité. Les deux sont visibles au même moment, les deux sont non séparés. Il n'y a quelle distance y a-t-il entre le pot et l'argile? Hein, quelle différence y a-t-il entre le pot et l'argile? Il n'y a ni différence ni distance. Ce sont juste les étiquettes qui semblent séparer les deux. Donc l'étiquette source non manifestée et l'étiquette manifestation semblent être très très séparées, presque opposées. Mais en réalité, elles décrivent une seule réalité qui n'est absolument pas duelle, dans le sens où il n'y a pas de pôle réellement, il n'y a que cette vie faite de notre propre présence, conscience, effrétée, apparaissant en tant que une vie particulière, point de vue d'homme, point de vue de femme. Et ça, c'est vraiment la découverte à faire au final. Donc, ce lâcher prise, qui est comme le thème de notre rencontre, faut pas que j'oublie, va tout simplement faire muter cette vie. Donc, la lâcher prise étant une activité de déconstruction, de neti-neti, qui va amener à cet oubli, et cet oubli laissera juste deux pôles apparents, être et paraître, donc cette manifestation. Et ces deux pôles peuvent rapidement être résolus en une seule et même essence, visible, non visible, mais en réalité, ce sont deux étiquettes, parler du visible et du non visible, qui est cette vie qui se sait, qui se goûte, qui se touche, qui se pense, qui s'expérimente directement.